Alors, mon histoire commence un matin de 2016, lorsque j'étais enceinte. Je venais de recevoir les résultats de mon bilan sanguin. Et comme tout le monde d'ailleurs, on s'empresse toujours d'ouvrir l'enveloppe pour découvrir avant même le médecin. Grande fut ma surprise lorsque je découvre mon électrophorèse. Malheureusement, 3 mois après la naissance du bébé, mon fiancé a perdu la vie. Nous avons appris par la suite que mon fiancé le résultat était sans équivoque. Mon fils était également. Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir impuissant? Que du haut de votre courage, de votre persévérance, vous devez admettre votre incapacité face à une situation. Une injustice, un deuil, une maladie. Bienvenue dans Ça résonne, le podcast qui vous écoute, le podcast qui vous informe, le podcast qui vous plonge au cœur d'une communauté forte et solidaire, le podcast qui vous comprend. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Wendy Amouidraogo et j'aborde dans Ça résonne des thématiques de société, des thématiques qui rongent notre société, mais qui restent encore tabous. Pour le numéro d'aujourd'hui, je vous propose de partager avec vous mon expérience personnelle avec une maladie qu'on appelle drépanocytose. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous savez de la drépanocytose et dans quelles circonstances vous en avez entendu parler. Alors, mon histoire commence un matin de 2016, lorsque j'étais enceinte. Je venais de recevoir les résultats de mon bilan sanguin. Et comme tout le monde d'ailleurs, on s'empresse toujours d'ouvrir l'enveloppe pour découvrir avant même le médecin ce que disent les résultats. Et c'est ce que j'ai fait. Grande fut ma surprise lorsque je découvre mon électrophorèse, AS. Et un grand étonnement, parce que je me suis toujours imaginé AA, parce que je n'étais pas du tout maladive. Et donc, je ne pouvais que être AA, selon moi. Ma première réaction, c'était d'appeler au téléphone mon fiancé pour lui communiquer l'information, bien entendu, et surtout pour m'informer de son statut d'électrophorèse. Il semblait d'ailleurs ne pas être informé du sien. Et tenez-vous bien, nous n'en avons plus jamais parlé. Est-ce une négligence? Est-ce de l'ignorance? Est-ce de l'insouciance? Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Dans tous les cas, la grossesse a évolué jusqu'à terme. 9 mois après, j'ai accouché d'un petit garçon. Malheureusement, 3 mois après la naissance du bébé, mon fiancé a perdu la vie. Suite à une crise de dengue qui s'est par la suite compliquée avec son statut de drépanocytaire. Oui, nous avons appris par la suite que mon fiancé était drépanocytaire, sans même le savoir. Dans la douleur du deuil et de l'angoisse de l'électrophorèse de mon bébé, je devais attendre encore 9 mois, car à l'époque, nous n'avions pas la possibilité d'avoir le bon résultat de l'électrophorèse avant les 9 mois du bébé. Et bien entendu, 9 mois après, j'ai réalisé le dépistage de mon fils. Et le résultat était sans équivoque. Mon fils était également drépanocytaire, SC. Le personnel de santé m'a par la suite orienté vers un spécialiste, une hématologue qui m'a reçu dans son bureau. Et voilà ce qu'elle me dit. Votre enfant souffre d'une maladie génétique du sang, qu'il touche environ 300 000 naissances dans le monde et qui est très difficile à vivre. Elle m'explique tout ce qu'il faut adopter comme hygiène de vie pour garantir une longue vie
au bébé. Dans un prochain numéro, nous reviendrons en détail avec ce que c'est que la drépanocytose, avec des personnes plus avisées. Mais au sortir de cet entretien, j'ai compris que ma vie n'allait plus jamais être pareille. Je remercie l'honnêteté de cet hématologue qui m'a fait comprendre très vite la situation de l'enfant afin que je puisse vraiment prendre son cas au sérieux. Alors, dès que je suis sortie de ce centre de santé, je me suis dirigée tout droit vers la première pharmacie que j'ai trouvée. Et aujourd'hui, je réalise que j'ai acheté l'équivalent de 6 mois de traitement. Comme pour me convaincre que il ne suffisait que d'avoir des produits, des médicaments, mon fils ne fera jamais de crise. En même temps, ma conviction religieuse me faisait croire que après le deuil que j'ai vécu, Dieu ne pouvait pas m'infliger encore l'épreuve de la maladie. Malheureusement, tout a basculé. Tout mon espoir s'est effondré une nuit. Lorsque j'étais à l'intérieur du pays pour des raisons professionnelles, donc loin de ma famille, mon fils s'est réveillé dans des douleurs extrêmes. Les hurlements et ses cris étaient tellement difficiles à entendre que je ne savais plus quoi faire. J'ai tout essayé pour le calmer, tout ce qu'une mère peut faire pour calmer son bébé. Malheureusement, ça ne marchait pas. J'ai alors compris que peut-être que mon fils faisait sa première crise. Il avait 11 mois. Alors, j'ai pris le soin de sortir le résumé que j'avais établi après mon entretien avec l'hématologue. Et ayant lu, j'ai compris tout de suite ce qu'il fallait faire. Je lui ai administré les médicaments. Et fort heureusement, 1h30 à 2h après, il s'est calmé, il s'est endormi. Je n'avais pas la possibilité en ce moment de l'amener à l'hôpital. Il était 2h du matin. J'avais peur. Et surtout, je ne savais pas comment le mettre au dos. Déjà, en le bougeant, je pouvais sentir déjà la douleur qu'il ressentait. Alors, comment mettre ce bébé qui a certainement des douleurs aux jambes ou aux bras, comment le mettre au dos pour l'amener dans un centre de santé à 2h du matin? J'ai dû patienter jusqu'au matin. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est les doigts qui étaient enflés. J'ai constaté que ces doigts étaient enflés et également au niveau des orteils. Le lendemain matin, alors, je suis allée à l'hôpital pour la première consultation et le médecin a confirmé qu'il s'agissait bien d'une crise drépanocytaire. Sa première crise que j'avais essayé de gérer. Je remercie le personnel de santé du jour que j'ai reçu, qui s'est montré d'ailleurs très rassurant, très réconfortant, ce qui m'a donné de la force pour gérer la crise de mon fils. Ça a duré, sa première crise a duré 2 à 3 jours. Et par la suite, les crises se sont multipliées. De la première crise, nous sommes à la 1e crise. J'ai arrêté de compter à un moment donné. Je me rappelle qu'un jour, lorsque j'ai amené mon fils en consultation, il y a une dame qui est arrivée affolée dans la salle d'attente. Elle demandait de l'aide pour sortir son fils, son adolescent d'environ 16 ans, d'un taxi. Tenez-vous bien, il a fallu environ 10 minutes pour sortir le garçon du taxi. Tellement chaque mouvement qu'on faisait pour le sortir du taxi semblait être comme des coups de marteau qu'il recevait. Il fallait y aller doucement. Il a fallu 10 minutes pour sortir ce garçon du taxi et l'admettre dans la salle de soins. Lorsque celui-ci a été admis dans la salle de soins, la dame, sa maman, s'est effondrée au milieu de tout le monde dans la salle.
effondrée de pleurs et j'ai senti la douleur de la fatigue. J'ai senti la fatigue, j'ai senti l'impuissance. Et cela m'a permis de comprendre encore une fois de plus la difficulté de cette maladie, la cruauté de cette maladie. Elle était seule, désespérée. Nous avons essayé de la relever pour l'asseoir dans la banquette de la salle d'attente. Qu'est-elle devenue? Qu'est devenu ce garçon? Nous n'en savons rien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il ne marchait plus, lié certainement aux multiples crises. Mon fils aujourd'hui continue certes à faire ses crises, mais beaucoup plus espacées. De 3 à 4 crises le mois, nous sommes maintenant à 1 à 2 crises l'année, avec un suivi plus trimestriel, mais semestriel, ce qui nous donne beaucoup d'espoir et beaucoup de réconfort. Ayant traversé tout cela, je ne pouvais pas rester impuissante. L'analyse que je fais, c'est que j'ai un revenu, ce qui me permet de gérer les besoins de santé de mon fils, même si par moments c'est très difficile. Je remercie ma famille qui me soutient beaucoup pour cela. Et j'ai alors pensé à toutes les personnes qui n'ont pas de revenus, tous les enfants qui sont dans des familles précaires, des familles dans une situation de pauvreté. Comment est-ce que ces crises sont gérées? Comment est-ce que le quotidien se passe? Comment est-ce que le suivi se fait? S'il y a suivi, bien sûr. Alors, depuis 2019, nous avons essayé de mettre en place une organisation que nous avons appelée Réagir autrement, et au sein duquel nous réalisons chaque année des activités dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose qui est commémorée chaque 19 juin. Nous essayons de faire des conférences publiques, des activités radiophoniques de sensibilisation, des dépistages gratuits d'électrophorèse. Et pour cette année, nous avons décidé de le commémorer différemment à travers cette vidéo. L'objectif pour nous, c'est de mentionner la nécessité de se faire dépister, d'éviter les unions à risque, de faire un bon suivi de nos patients et surtout de donner beaucoup d'amour à nos patients. Car l'amour que nous leur portons, la compassion que nous leur donnons demeure le premier carburant quand la douleur est extrême. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à tout le personnel de santé qui se bat jour et nuit aux côtés des patients de la drépanocytose. J'ai senti par moments le désespoir et le découragement des personnels de santé lors des hospitalisations de mon fils. J'ai senti l'impuissance dans leurs yeux. J'ai senti la volonté de changer les choses. Mais hélas, ils ne pouvaient que faire ce qu'ils peuvent. Je remercie également l'État pour tous les efforts qui sont faits pour assouplir la souffrance des familles. Je voudrais aussi dire que les patients de la drépanocytose n'ont pas besoin de pitié. Ils ont besoin de compassion. Ils ont besoin d'amour et de réconfort. Ils ont besoin de se sentir compris. Dans le cadre de ce premier numéro, j'ai tenu à partager mon expérience pour encourager toutes les mères, tous les pères qui sont désespérés par la situation de leur fils, de leur enfant, de leur fille. Je voudrais aussi leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Je voudrais encourager toutes les personnes qui vivent avec la drépanocytose à rester forts, à persévérer et à rester positifs. La drépanocytose est une maladie cruelle.
Mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, nous pouvons changer les choses. Alors réagissons autrement face à cette maladie. Brisons le silence, brisons le tabou. Encourageons-nous. C'est tout pour le numéro de Ça résonne. Si ça résonne véritablement en vous, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains numéros. Merci, on se dit à très bientôt.